Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et de plus en plus présent dans nos conversations, le narcissisme. Un mot que l'on entend partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Au point qu'il est parfois utilisé à tort et à travers pour décrire un collègue agaçant, un membre de la famille un peu trop centré sur lui-même, ou un ex-partenaire. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce terme ? Ne faisons-nous pas une confusion entre une personne avec un ego surdimensionné et un véritable style de personnalité qui peut être profondément destructeur pour son entourage ? Imaginez un de ces longs repas de famille qui n'en finissent plus. Il y a toujours cette personne qui monopolise la conversation, qui ramène chaque sujet à sa propre expérience. Si les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, elle pique une colère, boude dans son coin, ou sème la zizanie pour que toute l'attention revienne sur elle. Cette personne ne vous pose jamais de questions. Votre vie, vos réussites, vos soucis. Tout cela semble glisser sur elle sans jamais l'atteindre. À moins, bien sûr, qu'elle n'ait besoin de quelque chose. Dans ce cas, vous devenez soudainement la personne la plus importante à ses yeux. Vous quittez ces réunions en vous sentant vidé, épuisé, comme si votre énergie avait été siphonnée. Si ce portrait vous semble familier, alors ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui vous sera non seulement utile, mais essentiel. Notre objectif n'est pas de distribuer des diagnostics. Loin de là. Il s'agit de vous donner des clés de compréhension et, surtout, des stratégies concrètes pour vous protéger. Nous allons apprendre à reconnaître les signes d'un style de personnalité narcissique, à comprendre ses mécanismes et à savoir quoi faire, et surtout, quoi ne pas faire, pour préserver votre bien-être. C'est un guide de survie pour naviguer dans des eaux parfois troubles, que ce soit en famille, au travail ou en amour. Commençons par une question fondamentale que beaucoup se posent. Quelle est la différence entre un narcissique et quelqu'un qui a simplement un très grand ego ? Pour bien comprendre, utilisons une métaphore culinaire. Une carotte n'est pas une soupe, c'est un des ingrédients de la soupe. De la même manière, un ego démesuré n'est qu'un ingrédient possible du narcissisme. Le narcissisme est un ensemble bien plus large, un style de personnalité complexe qui inclut un manque d'empathie, un sentiment constant que tout lui est dû, de l'arrogance, un besoin maladif d'admiration, une jalousie envers les autres et un désir de contrôle. La véritable différence, le critère essentiel, se situe sur un axe simple. La personne est-elle simplement agaçante ou est-elle nuisible ? Une personne avec un gros ego peut être fatigante, elle peut se vanter, se croire la meilleure. Mais elle peut aussi être chaleureuse, généreuse et capable de se réjouir pour vous. Le style de personnalité narcissique, lui, est fondamentalement nocif. Il cause de la souffrance. Il abîme les relations et le bien-être de ceux qui en sont proches. C'est là toute la distinction. Abordons maintenant une situation des plus douloureuses, une question qui hante de nombreuses personnes. Faut-il rester dans une relation avec un partenaire narcissique pour le bien des enfants ? Une femme nous écrit « Mon mari est narcissique et sujet à des accès de rage. Mon fils de 7 ans est terrifié par lui. Je sais que je devrais partir pour mon propre bien, mais est-ce que je ne devrais pas attendre que les enfants soient plus grands ?» C'est le dilemme le plus cruel qui soit. D'un côté, un parent toxique, colérique, dont l'enfant a peur. De l'autre, la perspective terrifiante des procédures judiciaires familiales. Car s'il y a une chose que la personne narcissique sait faire, c'est punir. Et elle comprendra très vite que l'arme la plus efficace pour vous détruire, c'est la garde des enfants. En France comme ailleurs, les juges aux affaires familiales tendent à favoriser une garde partagée. Cela signifie que votre enfant, qui est terrifié, se retrouvera seul avec ce parent une partie du temps. C'est une perspective insupportable. Alors, que faire ? Il n'y a pas de réponse facile, pas de solution parfaite. Certains parents choisissent de rester, trouvant un certain réconfort dans le fait d'être présent, de pouvoir faire tampon et protéger l'enfant au quotidien. D'autres, réalisant que l'atmosphère toxique de la maison est un poison lent, décident de partir. Si vous envisagez cette seconde option, la préparation est votre meilleur allié. Avant même d'engager une procédure, mettez votre enfant en thérapie. Tant que vous êtes marié, l'accord d'un seul parent suffit souvent. Une fois la séparation engagée, le parent narcissique pourra bloquer toute démarche de soins psychologiques, simplement pour vous nuire. Ensuite, consultez un avocat spécialisé. Préparez vos documents,
vos relevés bancaires, et posez toutes les questions. À quoi dois-je m'attendre financièrement? Quelles sont les pratiques habituelles du tribunal de ma région en matière de garde? Le mariage est un contrat légal. Il est crucial d'en comprendre les termes avant d'engager sa dissolution. Sachez une chose. Le jour où vous commencez à vous poser la question de partir, c'est que le chemin a déjà commencé dans votre esprit. Cela prendra peut-être 5 ans, 10 ans. Certaines personnes attendent le jour exact des 18 ans de leur enfant pour lancer la procédure de divorce. Il n'y a pas de honte à avoir, seulement des stratégies à mettre en place. Et dans ces procédures, la stratégie est reine. Une femme que je conseillais était sur le point de perdre la garde alternée face à son ex-mari, qui utilisait cela pour la faire souffrir. Au lieu de jouer la mère lionne, prête à tout dévorer, je lui ai conseillé de changer de tactique. Lors de l'audience, alors que l'accord se dessinait en sa défaveur, elle a dit, d'un ton calme et détaché, « Très bien. En fait, ces week-ends en alternance vont parfaitement m'arranger. J'ai tellement d'amis que je n'ai pas eu le temps de voir, et j'aimerais me remettre à la randonnée. Je vais vraiment pouvoir profiter de ce temps pour moi. » Son ex-mari, décontenancé, a vu son arme de punition se transformer en un avantage pour elle. Il a immédiatement commencé à rétropédaler. Au final, elle a obtenu une garde à 80/20. Le message est clair, vous ne changerez jamais cette personne. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre stratégie. L'acceptation radicale de la situation est la première étape. Parlons maintenant des fameuses limites. On nous conseille sans cesse d'établir des limites saines. Mais qu'en est-il avec une personne narcissique? Une auditrice raconte, « Ma mère est narcissique. Chaque fois que j'essaie de poser une limite, elle semble d'abord comprendre. Puis, 1 heure plus tard, elle change d'avis, rejette ma demande et me punit en m'ignorant pendant des jours. » Voici une vérité difficile à entendre. Essayer de fixer des limites explicites avec une personne narcissique, c'est comme essayer de faire un câlin à un porc-épic. C'est une entreprise vaine et douloureuse. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites « ne me parle plus de ce sujet » ou « n'aborde plus cette question », vous leur donnez en réalité le mode d'emploi pour vous atteindre. Vous leur montrez où se trouve le bouton sensible. La solution n'est pas de renoncer aux limites, mais de changer leur nature. Les limites avec un narcissique ne sont pas un contrat que l'on négocie avec eux. Ce sont des règles que l'on se fixe pour soi-même. Ce sont des limites intérieures. Par exemple, si vous savez que votre oncle se lance toujours dans des tirades politiques agressives au dîner, la limite n'est pas de lui dire « Oncle, nous n'allons pas parler de politique ce soir ». C'est une invitation au combat. La limite intérieure, c'est de vous dire à vous-même « Quand il commencera, je n'engagerai pas la conversation. Je me lèverai poliment pour aller chercher de l'eau, ou je changerai de sujet. » Vous ne cherchez pas à le contrôler, vous contrôlez votre propre réaction. Si vous savez qu'une personne est toujours en retard de 25 minutes, la limite n'est pas de lui faire la morale. La limite, c'est de choisir un restaurant qui accepte de vous installer, même si votre table n'est pas complète. Vous acceptez la réalité de la personne, vous reconnaissez les schémas récurrents, et vous ajustez votre propre comportement pour vous protéger. C'est un changement de perspective fondamental. Le jeu des limites est un jeu intérieur. Une autre question épineuse, mon adolescent est-il narcissique? C'est une préoccupation croissante pour de nombreux parents. Ici, la prudence est de mise. L'adolescence est, par définition, une période de grand chamboulement. Les psychologues parlent de processus de séparation-individuation. Pour devenir un individu à part entière, l'adolescent doit se séparer psychologiquement de ses parents. Ce processus est souvent brutal. Un adolescent peut être adorable, prévenant et empathique avec ses amis, et se transformer en un tyran égoïste à la maison. C'est normal. Ses pairs deviennent son principal point de référence sociale. Il existe même une théorie selon laquelle l'adolescent doit saboter le nid ou le rendre invivable pour que la séparation future, le départ de la maison, soit plus facile pour tout le monde. Le narcissisme est une histoire qui se raconte très bien en regardant en arrière, mais qui est très difficile à prédire. Montrez-moi un narcissique de 35 ans, et je vous montrerai quelqu'un qui était probablement un adolescent infernal. Mais montrez-moi un adolescent infernal, et je ne peux absolument pas vous dire s'il sera narcissique à 35 ans. Le cerveau humain,
en particulier les lobes frontaux responsables de l'empathie et du contrôle des impulsions, continuent de se développer jusqu'à 25 ou 26 ans. Alors, que faire? D'abord, serrez les dents. Mais ensuite, enquêtez. Comment votre adolescent se comporte-t-il à l'extérieur? Si ses amis l'apprécient, si ses professeurs en parlent comme d'un élève correct, si d'autres adultes ont une bonne expérience avec lui, alors il est très probable que son comportement à la maison relève de cette phase normale, bien que difficile, de l'adolescence. Si, en revanche, il se comporte mal partout, s'il maltraite ses amis, s'il est en conflit permanent à l'école, alors oui, le risque d'un style de personnalité narcissique est plus élevé. Dans ce cas, évitez à tout prix les luttes de pouvoir. La bataille pour qu'il vide le lave-vaisselle n'en vaut pas la peine. Essayez plutôt de vous intéresser à ses passions, même si elles vous semblent futiles. S'il joue aux jeux vidéo, asseyez-vous à côté de lui. Ne dites rien. Regardez simplement. Votre simple présence montre un intérêt. C'est une petite graine plantée, qui germera peut-être un jour. Une question plus philosophique se pose. Un narcissique peut-il trouver le véritable amour? La réponse courte est probablement non, du moins pas selon la définition que la plupart d'entre nous donnons à l'amour. Pour une personnalité narcissique, l'amour est transactionnel. C'est une consommation de l'autre. C'est passionnel, romantique, intense au début, mais c'est un feu de paille. Ce n'est pas l'amour de compagnie, celui qui résiste au temps, aux épreuves, à la maladie, au succès de l'autre. Souvent, la vraie question derrière cette question est une peur. La peur que le partenaire narcissique qui vous a quitté trouve le vrai amour avec quelqu'un d'autre. La peur qu'il change pour cette nouvelle personne. Laissez-moi vous rassurer, il ne changera pas. La structure de sa personnalité est rigide. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces déclarations d'amour enflammées, ces photos parfaites, n'est que de la performance. Plus un couple étale son bonheur de manière ostentatoire, plus il est probable que les coulisses soient un champ de ruines. L'amour pour eux est un spectacle, pas une connexion profonde. Enfin, une situation tragique mais fréquente. Un parent âgé, devenu grand-parent, qui doit faire face à son propre enfant adulte narcissique. Cet enfant utilise maintenant ses propres enfants, les petits-enfants, comme un levier de chantage et de manipulation. C'est une forme de cruauté ultime. Pour voir les petits-enfants qu'ils aiment, ces grands-parents doivent se plier à tous les caprices de leur enfant adulte. La seule solution est, encore une fois, l'acceptation radicale. Votre fils ou votre fille est devenu le portail d'accès à vos petits-enfants. Vous ne pouvez pas changer le gardien du portail, mais vous pouvez apprendre la danse rituelle nécessaire pour le franchir. Cela signifie peut-être d'accepter de financer des choses, de rendre des services, de supporter des humiliations, tout en définissant votre boussole intérieure. Quelle est la chose la plus importante pour vous? Être présent à l'anniversaire? Partir en vacances avec eux une fois par an? Vous devrez peut-être faire des sacrifices sur des batailles moins importantes pour gagner celles qui comptent vraiment pour vous. C'est une négociation constante, épuisante, mais parfois nécessaire. Et surtout, protégez vos finances. Un enfant adulte narcissique n'hésitera pas à exploiter financièrement ses parents vieillissants. Le message central de tout cela peut sembler sombre, mais il est en réalité porteur d'un immense pouvoir. Vous ne pouvez pas changer les autres. L'espoir qu'une personne narcissique change est un piège qui vous maintiendra dans la souffrance. Mais vous pouvez vous changer vous-même. Vous pouvez comprendre, accepter et élaborer des stratégies. Vous pouvez décider où placer votre énergie. Vous pouvez choisir de ne plus participer au drame. En comprenant ce à quoi vous êtes confronté, vous reprenez le contrôle. Non pas sur eux, mais sur vous. Et c'est là que réside la véritable liberté. C'est la capacité de protéger votre paix intérieure, de rester fidèle à vos valeurs, et de construire une vie meilleure pour vous, en dépit des personnes